nous avons tenté de restituer une cuisson de céramique telle qu'elle se pratiquait dans les fours du faubourg d'Arroux qui ont été fouillés par l'INRAP en 2010 et également dans les fours situés autour du temple de Janus qui ont été fouillés cet été. Ce sont des fours qui ont produit une céramique fine généralement engobée, des masses énormes de gobelets de très très belle qualité. Et c'est une céramique que l'on appelle, que l'on définit comme une céramique engobée ou céramique à revêtement argileux, parce que précisément elle est vernie avec une variété particulière d'argile. C'est ce vernis qui va lui donner une belle couleur et qui va lui donner son étanchéité. Petite particularité gallo-romaine, les potiers d'Autun, mais également ceux de Clermont-Ferrand, ont mis au cours du 1er siècle au point une technique particulière qui est celle de la céramique métallescente. C'est-à-dire que l'on va chauffer ce vernis argileux jusqu'à un point où il va prendre des reflets métalliques. On a tenté depuis pas mal d'années de reproduire ces vernis métallescents et puis on a un problème. C'est qu'on ne comprend pas pourquoi ça devient métallescent. On ne le comprend toujours pas aujourd'hui. Mais du point de vue de la méthode de restitution, on commence à avoir, à produire quelques balbutiements intéressants. On ne sait toujours pas pourquoi cela devient métallescent, mais on commence à savoir le faire. Alors rassurez-vous tout de suite, je pense que nos ancêtres gallo-romains en étaient exactement au même point que nous. Ils avaient mis au point une méthode bien précise de cuisson qui donnait un résultat. Le raisonnement n'était évidemment pas un raisonnement physique ou physico-chimique comme celui d'aujourd'hui, mais un raisonnement plutôt alchimique. Et là, également, dans ce type de raisonnement, bon, on n'en sait pas grand-chose. La théorie ou le raisonnement de l'alchimie du feu à l'époque romaine, on n'en a absolument aucune idée. Rien n'a été écrit à ce sujet. Donc la cuisson que l'on a réalisée avant-hier, elle est totalement expérimentale. On espère qu'elle aura réussi. Et on espère qu'on va vous épater un bon coup, et ça va être la surprise. Comment se présente le four maintenant? Ben, vous voyez le foyer qui se situe devant vous, c'est l'endroit où on fait le feu. Le feu va se propager dans une chambre souterraine qui est à l'aplomb du four lui-même, situé juste là-dessous. Et ce que vous voyez là-dessus, c'est une couche de tesson. C'est une couche de tesson, et en fait, c'est le couvercle de la casserole. C'est le couvercle de la casserole qui va retenir la chaleur à l'intérieur. Alors la première chose qu'il faut faire, il faut enlever le couvercle de la casserole, on va enlever tous ces tessons et on verra ce qui se passe dessous. Les gobelets métallescents sont dans la partie profonde du four. Une partie assez particulière parce qu'elle comporte une chemise de protection pour canaliser le feu. Alors on a là l'arrangement typique d'un four au tunois. C'est quelque chose de très très particulier qui n'est pas ou qui est très mal documenté pour le monde gallo-romain actuellement. C'est cette espèce de doublage intérieur de la chambre de cuisson, ce qu'on appelle un chemisage ou un mouflage de four. Et ce doublage permet de guider la flamme le long des parois du four sans qu'elle atteigne la charge en cours de cuisson. On met dans ce cas-là également des tubulures partielles au-dessus des trous que l'on aperçoit sur la sole, et cela permet de monter à très très haute température les vases qui sont au fond du four. Ils seront plongés dans les gaz de combustion mais à l'abri de la flamme. Et c'est selon toute vraisemblance ce genre d'arrangement qui nous permet d'obtenir une céramique à revêtement métallescent. La partie supérieure, c'est une céramique claire, une céramique un peu plus utilitaire, mais qui comporte un certain nombre de cruches de service, et également une variété assez particulière dont on comprend mal également les tenants et les aboutissants de la fabrication. C'est une céramique qui est dorée au mica. Et puis également, ce qui a fait le renom de Pistilus d'Autun, ce sont ces fameuses petites statuettes blanches. On en a restitué un certain nombre, et on attaque l'ouverture. Alors après 24 heures, je dirais non, même 36 heures de refroidissement, le four est encore un petit peu tiède. Alors, à l'époque romaine, rien se perd et tout se réutilise. Nous avons fait une cuisson d'amphore cet été, et malheureusement on en a éclaté une à la cuisson. Donc on réutilise le col comme cheminée du four.
Voilà, vous voyez ici en sorte de grandes plaques qui sont en quelque sorte le premier bouclier thermique. Après, on a tout un tas de petites étoiles, des anneaux qui sont des cales intermédiaires pour éviter que la couverture de tesson soit directement en contact avec les céramiques. Et ainsi, ça permettra au gaz brûlant de bien passer par-dessus les pièces qui sont situées au-dessus de la fournée. Alors on voit par exemple ces fameuses petites statuettes qui ont fait la fortune et la renommée de Pistillus. Pistillus, comme on le sait maintenant, était un potier au Thunois et c'était un choroplate au Thunois qui a fabriqué essentiellement des moules de statuettes. Probablement qu'il a revendu à d'autres ateliers de potiers. Et ces statuettes étaient des petites statuettes votives, des petites divinités, comme celle-ci qui est une déesse mère allaitant deux bébés. Ce sont des statuettes moulées dans des moules bivalves. En fait, elles sont creuses. Une partie arrière ici, c'est un fauteuil en osier et la partie face montrant le visage de la déesse mère, dont on ignore toujours le nom, et cette déesse mère qui donc allait de ses deux bébés. Et sur l'autre statuette, c'est une Vénus dans une petite entrée de temple. Là, on a une statuette, une plaquette uniface, donc plaquée dans un moule univalve. Et ce sont des statuettes qui ont été diffusées très très loin dans le monde gallo-romain. Alors Pistillus n'était pas le seul fabricant de ces statuettes, donc on a un autre fabricant, Tetricus par exemple, qui a également apparemment travaillé à Autun. Et là aussi ce genre de statuettes s'est distribué, s'est vendu par milliers. C'était de petites statuettes qu'on plaçait dans les laraires, c'est-à-dire l'autel des dieux là, des dieux domestiques d'une maison, peut-être pour faire exaucer un vœu, peut-être pour un remerciement d'un vœu exaucé, de sortes de petits ex-voto. Ces fameux gobelets engobés dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été fabriqués par dizaines ou par centaines de milliers, et au faubourg d'Arroux, et surtout autour du temple de Janus. Alors, lors des fouilles cet été, il s'en est récupéré, je ne sais plus si c'est 40 ou 115 ou 40 kilos de gobelets cassés. Bon, on ne va pas dire que le taux de casse est très très important dans de telles fournées. On a à chaque fois quelques pièces qui sont abîmées. Mais si on retrouve les déchets de cuisson à la tonne, ça donne déjà une idée des quantités de production. Voilà, ici on a une variété de céramique un peu particulière. C'est ce qu'on appelle la céramique dorée au mica. Le mica, ce sont ces petites particules brillantes que vous pouvez apercevoir dans certaines pierres régionales, et spécialement les granites du Beuvray. On va extraire ces particules brillantes, on va les broyer, on va les mélanger à une certaine quantité de cendre et d'argile, et on les réapplique sous forme de vernis, ce qui va donner des récipients au ton légèrement cuivrés. Et à la base, c'est une imitation de la vaisselle en bronze. Et là, vous voyez un plat dont la partie supérieure a été engobée au mica, l'intérieur aussi, mais pas le fond. Vous voyez que la charge est très instable, pour un an et tout qui bascule. Et ce qui se passe globalement, c'est que le maximum de casse, c'est au chargement et au déchargement du four. Voilà, ici, un autre type de récipient, là vous l'avez déjà peut-être vu lors d'autres cuissons, c'est ce qu'on appelle le mortier, le bol à râper, qui peut s'utiliser pour broyer des épices dans de l'huile ou pour délayer des fromages séchés dans du lait, avec une surface assez rugueuse. C'est vraiment typique du mortier d'Autun. On a tenté par des mélanges d'argile de retrouver la couleur des argiles authunoises. On est assez près de la réalité là. Ici un plat très particulier. C'est un plat très peu fréquent dans le monde romain. On appelle ça des plats à anse plaquée. Ce type de plat avec sa dorure au mica a été fabriqué tout près d'ici. Était fabriqué au lycée militaire situé à 300 mètres. Et les ateliers ont été trouvés sous la salle multisport lors de sa réfection dans les années 70. Voilà, à nouveau une cruche particulière du
lycée militaire. On nomme ces cruches oinokoé d'après leur nom grec à la base. Ce sont des cruches pour le service du vin. Et c'est typique d'une imitation de vaisselle en bronze. On a retrouvé les originaux en bronze qui ont permis cette copie en terre cuite. Voilà, de petites cruches en terre grossière, copie des cruches des ateliers du Temple de Janus. Et là, ce sont des cruches qui ne sont pas locales, mais qui sont faites plutôt en l'honneur de la Légion 8 Augusta. Ce sont des cruches alsaciennes qui étaient fabriquées en très très grand nombre en Alsace. Elles ont été beaucoup exportées jusqu'en Suisse. Et ce sont des cruches qu'on trouve très fréquemment dans le camp militaire de la Légion 8 qui était situé sous la ville actuelle de Strasbourg. Là, nous avons fini de vider l'étage supérieur du four. Et là, on a une étagère de reprise de charge et toute la gobeletterie fine qui risquerait d'être écrasée par le poids de ces céramiques se trouve à l'étage inférieur. Voilà, et puis les étagères de reprise de charge, on les fait à base de bonnes vieilles tuiles bourguignonnes moulées à la main. Le genre de tuiles qui résistent à de multiples cuissons sans se casser. Voilà, et à la partie inférieure va se trouver cette fameuse céramique qu'on espère un petit peu médalescente et puis qu'à première vue, il est quand même un petit peu. Alors voilà ce type de gobelet justement, et on voit très bien les reflets métalliques sur le vernis. Vous verrez, c'est une vaisselle qui est extrêmement légère et la finesse des parois est un critère de qualité important pour l'époque romaine. On se demande bien pourquoi, parce que ça peut être extrêmement fragile. Oui. Vous verrez, ce sont des gobelets qui paraissent fins comme des papiers. Voilà, puis après les petits incidents habituels, des gobelets qui sont collés ensemble. Les gobelets qui se sont soudés par la cuisson. Bon, en général c'est pas soudé. Si, c'est bien soudé. Ah oui. Voilà. Et alors? Non. Voilà, non. Ah, des fois, il y a un morceau de la lèvre d'un qui reste collé sur l'autre. Donc voilà, ils sont bien. Voilà. La magnifique métallescence sur celui-ci, on dirait qu'il est coulé de du métal. Oui, on dirait du bronze. Voilà, ces pièces-là ont simplement été un tout petit peu moins exposées au gaz de combustion. Ce qui fait que c'est les mêmes vernis, c'est les mêmes pièces que les autres, mais le vernis est moins marqué par le feu, on va dire. Voilà un gobelet seulement à moitié. Et comme ça, vous verrez quelle est la différence entre la partie qui est vernie et la partie qui n'est pas vernie. Ce qu'on appelle le vernis argileux ou la terre sigillée ou le vernis métallescent, c'est une suspension d'argile très très délavée dans l'eau, une argile à laquelle on a enlevé toutes ses particules sableuses. Cette argile aura la faculté de fondre partiellement à la cuisson, de recouvrir entièrement de la pièce et de la rendre étanche. Et en plus, elle va lui donner sa couleur. Et on voit très bien la différence entre une terre autunoise reconstituée qui est presque blanche et le vernis qui est beaucoup plus sombre et qui est parfaitement étanche. Et c'est ce qui va donner donc l'étanchéité du gobelet et on va dire la beauté et le charme de sa robe. Voilà, nous avons ici deux tessons d'époque romaine découverts haute, qui sont assez typiques des productions locales. Et ils portent précisément ce genre de vernis irisé, vernis métallescent, assez mystérieux à produire et qui est vraiment typique de certaines productions du 2e et 3e siècle de notre ère. Reproduire ce genre de vernis, c'est une grande aventure qui nous a demandé des années, voire des décennies de recherche. Actuellement, on est à bout touchant, on commence à, je dirais, si ce n'est à comprendre le pourquoi de cette métallescence, au moins à comprendre le comment on peut la produire. Voilà, la cuisson que nous avons réalisée lors de ces 2 journées nous a permis justement d'obtenir des vernis qui ressemblent très fortement, qui sont extrêmement proches de ces vernis gallo-romains. On le voit entre l'échantillon et le résultat obtenu. Alors le grand défi, c'est d'obtenir un vernis qui sera uniforme sur toute la périphérie de la pièce. Pour ça, il faut impérativement que la pièce soit
à l'abri de la flamme directe. On se situe du point de vue température à l'extrême limite de l'acceptabilité ou de la résistance de ce genre de terre. Voilà, et on voit ici sur cette autre pièce, également un gobelet autunois, que le vernis a pris un coup de feu. Et on voit très bien quel est le résultat. Le vernis est partiellement brûlé, elle devient noir mat sur une petite zone. Et ici, on a clairement dépassé la limite acceptable et on se trouve en surcuisson.